Georges-Étienne Cartier a tiré sur des Anglais en 37 à Saint-Denis. Après ça, il s'est caché. Les gens pensaient qu'il était mort. Il est allé s'exiler aux États-Unis. Il est revenu, il s'est caché. Puis finalement, il est allé chercher le pardon. Puis il est devenu un conservateur super monarchiste britannique. Il y a eu un titre de baronnet donné par la reine. Donc, ouais, c'est assez paradoxal. 30 ans plus tard. Puis il fait la 30 Confédération canadienne après. Bonjour, ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale. Bienvenue à la rencontre avec Philippe Letellier-Martel. Aujourd'hui, j'ai un invité, reçois un invité qu'on a eu par le passé, Jean-Philippe Warren, étudiant en histoire à la... déjà, bonjour. Bonjour, bonjour, ça me fait bien plaisir d'être de retour sur vos ondes. C'est un plaisir de te recevoir. J'espère que tu vas bien. Puis, la dernière fois, tu es venu nous parler de l'histoire du nationalisme et de l'Église au Québec, de la relation entre le catholicisme et le nationalisme. Aujourd'hui, j'aimerais ça faire appel à tes talents d'historien, tes connaissances ésotériques d'historien, pour me parler d'un autre aspect de l'histoire politique du Québec. Euh, En fait, que toi aussi tu m'avais proposé en me contactant. C'est par rapport à l'histoire du conservatisme au Québec. Exactement. Donc, comme tu es probablement au courant, dans l'actualité, on parle d'une espèce de vent vers la droite dans la politique québécoise. On en a parlé beaucoup sur Action Vitale, droitisation de la jeunesse, une contre-sécularisation de la jeunesse. Et il y a toutes sortes d'enjeux qui sont discutés en ce moment euh, par rapport à ce sujet-là. La première question que j'aimerais te poser, c'est euh, quand est-ce que tu dirais qu'est apparu un mouvement qu'on pourrait appeler un mouvement conservateur au Québec? C'est quand qu'on a commencé à utiliser ce terme-là, cette terminologie-là? Est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que c'est juste à partir du moment où t'es conquis par les Anglais? C'est quand que c'est apparu? Ben, déjà, le conservatisme au Québec apparaît grosso modo à peu près en même temps que le conservatisme apparaît en fait en Occident, au tournant du 18e, 19e siècle, après la Révolution française. À peu près. Parce qu'il y a des Anglais qui débarquent ici puis qui amènent le courant Tory britannique. Mais ça, c'est pas le conservatisme québécois. Hein, quand l'élite marchande britannique ou les loyalistes qui débarquent, qui sont Tories, ça, c'est pas le conservatisme québécois. Je veux remonter d'abord, là, faire une petite remontée aux racines politiques. Une racine politique au Canada français. Donc, la politique, au sens parlementaire, arrive après l'acte constitutionnel de 1791, alors que la province de Québec va être divisée en deux colonies distinctes sur des bases ethnoculturelles. On a le Haut-Canada pour les loyalistes britanniques, Tories, les bons. Puis le Bas-Canada pour la population canadienne, celle qui est d'origine française. Et à chacune de ces colonies, on va leur donner une chambre d'assemblée pour pouvoir discuter puis faire discuter des trucs qui doivent être faits pour la colonie. Au Bas-Canada va se former un parti politique qui va être voué rapidement à la défense des intérêts canadiens face à cette élite coloniale britannique-là. C'est le Parti canadien d'abord de Pierre Bédard qui va devenir ce qu'on connaît un peu plus, le Parti patriote de Papineau. Parti-là a une forte doctrine libérale et nationalitaire. C'est-à-dire le terme nationaliste ne serait pas bon pour l'époque parce que ce serait un anachronisme, mais elle met de l'avant des enjeux nationaux dans une optique libérale, comme on a pu le voir ailleurs dans l'espace atlantique, c'est-à-dire Amérique latine, États-Unis, Europe. Donc, dès le début du 19e siècle, on a cette espèce d'enjeu national-là, enjeu national et identitaire qui va être présent. Maintenant arrivent les insurrections de 37-38 qui sont un échec et qui va conduire à la perte d'influence de ce mouvement libéral et nationalitaire. Et c'est à ce moment-là, à partir de l'acte d'union de 1840, que la pensée nationale et le milieu politique va graduellement pencher du côté conservateur. On ne parle pas encore de conservateur, mais ça s'en va vers une espèce d'état d'esprit conservateur. Donc, vas-y. Est-ce que, là, je pense qu'on en avait parlé un peu l'entrevue par rapport à l'histoire de l'Église puis du nationalisme. Est-ce que j'aurais tort de dire que le Parti patriote de Louis-Joseph Papineau, c'était plus, entre guillemets, de gauche que de droite? Parce que j'ai l'impression, c'était comme, mettons, à un moment donné, ça fait longtemps, là, j'avais lu
la déclaration d'indépendance de la République du Bas-Canada. Tu sais, il y a plusieurs comme des enjeux assez ben, qui avaient l'air assez progressistes, là, républicains, tu sais, liberté personnelle, liberté de religion, laïcité, tout ça. Euh, Comparé à, mettons, ben, du conservatisme puis le clérico-nationalisme qui va exister par après, tu sais. Je te dirais que, je vais redire ce que j'ai déjà dit, le mouvement patriote n'est pas un bloc monolithique. Mais c'est sûr Mhm. que par sa dimension libérale, qui devient républicaine, pour l'époque, face à des Tories, aux bureaucrates et tout ça, on pourrait parler d'une espèce de germe de gauche pour les patriotes, mais encore là, c'est pas nécessairement vrai pour tous les personnages patriotes, puis selon les classes sociales et tout ça, puis ça dépend des enjeux. Les patriotes ont été progressistes sur certains points, mais ils ont été un peu plus conservateurs sur d'autres. Par exemple, ça s'était déjà débattu à ce moment-là, l'abolition du régime seigneurial. Il y a beaucoup de patriotes qui n'étaient pas nécessairement confortables avec l'abolition du régime seigneurial. Mais Donc ça dépend. Papineau lui-même était seigneur, non? Oui, oui, seigneur dans le coin Ça. de Montebello. Donc voilà. Je te dirais que le vrai conservatisme canadien, français, québécois va vraiment apparaître là, à partir des décennies 1840, chez d'anciens patriotes, justement. C'est chez d'anciens patriotes qu'on va retrouver cette genèse du courant conservateur canadien-français. Pendant que Louis-Joseph Papineau est en exil, il y a Louis-Hippolyte Lafontaine qui va le remplacer un peu comme à titre de chef national. Euh, Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est un ancien patriote qui était au départ assez radical et anticlérical, mais qui s'est graduellement modéré, surtout lorsqu'il commençait à venir le temps de parler de prise des armes et tout ça. Euh, La Fontaine s'est modéré, il a essayé de chercher un compromis, il s'est rendu à Londres pour essayer de discuter avec les autorités, pour essayer de faire en sorte qu'on ne se rende pas aux armes et tout ça. Ça n'avait pas fonctionné. Ben, c'est sous La Fontaine, dans les années 1840, que ceux qui, à ce moment-là, se voyaient toujours comme des libéraux, vont devenir les réformistes. Éric Bédard a consacré un livre sur cette génération-là, sur ces hommes politiques-là qui étaient des patriotes pour beaucoup, qui étaient des libéraux, mais par leur approche, se sont un peu, sont devenus réformistes. Et lui, il juge que c'est ça le point de départ du conservatisme québécois. Je suis assez d'accord avec lui. Les réformistes vont accepter l'union. La Fontaine et les réformistes vont accepter l'union de façon pragmatique. Ils vont travailler à la mise en place du gouvernement responsable et surtout vont s'opposer à l'annexion aux États-Unis, qui commençait à être un peu en vogue dans la fin des années 1840 et dans les années 1850. Dans cette optique-là, ils vont s'opposer assez rapidement à ceux qu'on a commencé à appeler les Rouges. Les Rouges qui sont des libéraux radicaux, héritiers de la pensée de Louis-Joseph Papineau. Et ces réformistes-là ont d'abord de la difficulté à s'affirmer comme conservateurs parce que ben, c'est des anciens rivaux des Tories anglo-canadiens qui sont des conservateurs à la base. Mais ils vont graduellement s'inscrire dans un courant vraiment conservateur, là. Ils vont s'allier avec le clergé, sans pour autant souscrire aux idées des ultramontains. Donc, ils vont comme être un peu plus centrés que les ultramontains qui vont être beaucoup plus, je mets des guillemets, conservateurs. Ils vont s'allier aussi avec les conservateurs et les réformistes canadiens-anglais. Mais c'est surtout par leur approche intellectuelle et politique qu'ils vont être conservateurs, par leur mise, euh, leur mise de l'avant de l'importance de la conservation de la nationalité. Donc, pour eux, c'est Hmm. ça que c'est vraiment central dans la pensée des réformistes, c'est la conservation de la nationalité. Puis cette démarche-là va être conservatrice parce que, et je vais citer, ou paraphraser, citer Éric Bédard, la démarche des réformistes vise à spiritualiser le peuple, à moraliser les pauvres et les criminels, à cultiver un plus grand intérêt pour l'industrie et le monde des affaires, d'abord et avant tout pour sauver la nationalité de la disparition. Donc tout va être pris selon cet impératif de sauvegarder la nationalité. Ça va être Hmm. leur enjeu principal. Donc la sauvegarde de la nationalité, la sauvegarde de l'identité. Donc, déjà, au milieu du 19e siècle,
Conservatisme qui est en train de naître chez les Canadiens français va être fortement nationaliste, va être identitaire, parce qu'il fait de cette conservation nationale-là le cœur de son approche. Les réformistes, genèse du conservatisme, mais pas les premiers vrais conservateurs en utilisant ce mot-là, Mhm. par contre. Ok. Parce que si je comprends, c'est. Ok. Là, on a comme touché à trois clans, trois parties différentes de l'échiquier politique canadien-français de l'époque. Donc, il y avait les Rouges, c'était des Mhm. libéraux, Les libéraux radicaux. Les libéraux radicaux. libéraux radicaux qui avaient Mhm. hérité de la pensée de Papineau. Puis, est-ce que je me tromperais en disant que eux, il y avait un certain courant qui était pour l'annexion aux États-Unis? Ouais, ben 100%. Les Rouges, quand est venu le débat annexionniste, les Rouges étaient favorables à l'annexion, puis certains marchands montréalais aussi, là, qui étaient Ok. favorables à l'annexion, alors que les réformistes, puis après ça, les Bleus, ce qu'on va appeler les Bleus, vers où je m'en allais, vont aussi là, être farouchement opposés à l'annexion avec les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est la République libérale, par exemple. Donc, Parce qu'on dirait, on dirait que un des un peu le narratif qu'on reçoit, c'est que le clergé puis le camp conservateur chez les Canadiens français, c'était un peu des soumis au pouvoir britannique. Mais on dirait ce que tu me racontes là, ce qu'on oublie de mentionner, c'est que de l'autre côté de l'échiquier politique, il y avait des gens qui voulaient se faire annexer aux États-Unis. mhm, Donc c'est mhm. comme, j'ai l'impression il y a un peu, je sais pas, j'ai l'impression il y a comme un peu quelque chose de malhonnête dans la version de l'histoire qu'on m'a racontée. Parce que c'est facile à dire qu'il y a des bons puis qu'il y a des méchants puis de rendre ça noir et blanc. C'est beaucoup plus Ouais. complexe que ça dans le réel. Il y a toujours des nuances. Est-ce que les conservateurs et le clergé étaient à la solde du régime britannique? Non. Est-ce que les conservateurs et le clergé ont respecté l'autorité britannique par pragmatisme? Là, oui, on peut dire ça comme ça. Mais c'est cette vision-là, c'est que pour eux, c'était ce qui semblait de logique à faire au moment où ils se situaient. Il y avait l'annexion, il y avait les libéraux, les Clear Grits chez les Ontariens, qui étaient assez radicaux, puis qui avaient beaucoup étaient favorables à l'annexion. Oui. Puis, c'est vraiment dans la décennie de 1850, par contre, que là, il va y avoir cette espèce de conservatisme-là qu'on commence à connaître, qu'on s'imagine un peu plus, avec Georges-Étienne Cartier. Tu as peut-être déjà entendu parler de Georges-Étienne Cartier. Georges-Étienne Cartier, c'est lui aussi un ancien patriote et un disciple de La Fontaine. Georges-Étienne Cartier, c'est un des patriotes, c'est le patriote à qui on doit la victoire de Saint-Denis sur Richelieu. Ok, quand même. Mais c'était déjà, tu te souviens tout à l'heure, je parlais un peu que les patriotes n'étaient pas un bloc monolithique. Georges-Étienne Cartier s'est un peu rebellé, là, il était jeune et tout ça, mais il y avait quand même déjà, disons que si on avait pu avoir une aile conservatrice chez les patriotes, Georges-Étienne Cartier aurait pu être dans cette aile-là. C'est même un de ses biographes, là, Brian Young, qui avance cette hypothèse-là. Mais c'est avec Georges-Étienne Cartier que les réformistes vont devenir euh, vraiment les conservateurs tels qu'on peut se l'imaginer. C'est eux qui vont le plus s'opposer aux rouges, qui sont comme je disais, des radicaux, de plus en plus influencés par le républicanisme, pardon, à l'américaine, mais aussi à la française. Et ces réformistes-là, ces conservateurs-là vont se faire appeler les bleus. C'est de là que ça vient, les rouges contre les bleus. C'est Ouais. les bleus, l'enfer est rouge. C'est de là que ça vient. Un Ça peu vient plus pas des tard, par Bloods contre, et des Crips? ça vient pas des Bloods et des Crips. Ok. Intéressant. donc, donc, euh, Georges-Étienne Cartier va rester sensiblement, lui et les Bleus vont rester sensiblement dans ce qui avait déjà été formulé sous La Fontaine, en s'inspirant un peu là, du courant Tory et conservateur britannique. Georges-Étienne Cartier est très, très anglophile, aime beaucoup, beaucoup le Royaume-Uni. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire primauté de l'ordre social sur la liberté individuelle, donc l'ordre social, la liberté individuelle, continuité historique et institutionnelle, coopération entre les classes, paternalisme social, bref, tout ça va se concrétiser
et on l'a mentionné un petit peu, tout ça va se concrétiser à travers une fidélité envers la couronne britannique, dans une idée de défense de l'ordre, de la religion, de la hiérarchie sociale, puis une valorisation du devoir, de la communauté et de la loyauté. Mhm. C'est très, Tory, très conservateur classique à l'anglaise. Mhm. Dans le contexte québécois, par contre, dans le contexte canadien-français d'époque et québécois, c'est un conservatisme qui est politique, qui va toujours, par contre, faire la promotion de la conservation de la nationalité. Toujours, toujours. Donc, ça, c'est la loi française, la langue française, pardon. Les lois, surtout le Code civil français. Georges-Étienne Cartier va d'ailleurs réformer le code civil pour l'adapter aux évolutions du 19e siècle, mais aussi la conservation des mœurs et du catholicisme. Donc, chez les Tories, c'est l'anglicanisme, chez les conservateurs canadiens-français, c'est le catholicisme. Mhm. Il y a un socle du conservatisme canadien-français à ce moment-là. Et ça, c'est les réformistes. C'est les réformistes qui sont devenus les Bleus, qui sont devenus Les les bleus, Bleus ok. avec les Bleus avec Georges-Étienne Cartier. On parle de ça à partir des années 1850. Ok. Les Bleus vont pas être c'est des conservateurs, mais ils ne sont pas fermés au progrès. C'est-à-dire qu'ils vont adopter une approche économique qui va être modérément libérale, au sens économique, au sens du terme, pas au sens philosophique. Donc, ça veut dire qu'ils vont être favorables au développement industriel, ils vont encourager les initiatives commerciales et le milieu des affaires. Cartier va être fort là-dedans. Il va défendre notamment l'économie de marché, la propriété privée, le commerce, puis tout ça. Georges-Étienne Cartier va être très, très, très actif notamment dans le milieu des chemins de fer. Tout ça, ça va même un peu jouer contre lui à la fin de sa carrière. Cartier et les Bleus sont vraiment quand même dans cette approche-là du progrès, mais comme en bons conservateurs qu'ils sont, c'est tout ça dans une stabilité sociale qui est nécessaire au bon fonctionnement de cette économie-là, Mhm. le bon fonctionnement de la société, puis un souci toujours plus grand de la conservation nationale. Fait que c'est ça. Par rapport, je répète une question comme, est-ce qu'il n'y a pas eu une tension, tu sais, dans cette transition des réformistes que tu m'as décrit tantôt, que ils étaient un peu des proto-nationalistes, là, une espèce ils étaient, C'était pas des proto. Ouais, je comprends ce que tu veux dire par proto-nationalisme. ben c'est ça, ben comme nationalistes avant que ce soit historiquement correct de dire le terme, là, Mhm. mais en fait défendre la nation canadienne-française, là, c'était un peu ça ben, les réformistes, d'après ce que tu m'as décrit. Il y a eu ben, les Bleus par la suite. Est-ce qu'il n'y a pas une tension avec la défense des Canadiens français? Puis là, je parle encore du point de vue du narratif qu'on m'a enseigné. Le libre marché, ça n'a pas mené un peu à une espèce d'exploitation de la classe ouvrière canadienne-française par des patrons anglophones. C'est ça, mettons, l'espèce de respect de la hiérarchie puis de la couronne britannique. Est-ce qu'il y avait une tension entre ces deux concepts-là? Je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore. J'en ai pas vu, du moins dans mes lectures, en toute honnêteté, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de tension entre les réformistes et les Bleus, parce que c'est vraiment une évolution qui s'est faite. Surtout quand La Fontaine se retire du milieu politique et du milieu public, puis que Georges-Étienne Cartier prend sa place. Il y avait quand même, ça, c'est sûr, certaines divergences dans le milieu conservateur. Je veux dire, Joseph-Édouard Cauchon, c'est pas Georges-Étienne Cartier, puis Québec, c'est pas Montréal, évidemment. C'est les tensions. Évidemment, c'est sûr que nous, avec le recul, on peut se dire, cette défense-là de l'économie, en fait, cette instauration-là, parce que c'est vraiment à ce moment-là que ça arrive, donc on commence à moderniser l'économie. Les conservateurs, Georges-Étienne Cartier en tête de file, travaillent à faire tomber le régime seigneurial pour mettre la tenure privée, justement faciliter le développement du capitalisme et tout ça. C'est sûr que nous, là, avec notre regard, le regard le recul qu'on a avec notre époque et avec ce qu'on sait qui est arrivé après, on pourrait se dire que bon, ça a un peu joué contre les Canadiens français à ce moment-là. Mais pour eux, à l'époque, c'est justement ce qu'il faut faire pour moderniser l'économie, le progrès économique, hein, faire en sorte que les Canadiens français puissent s'insérer dans cette économie-là. Étienne Parent avait fait à l'Institut canadien qui met de l'avant l'importance de l'industrie. Donc
Je pense pas qu'à cette époque-là, il y a eu des tensions. C'est sûr que nous, là, après ça, avec le recul, on se dit, ah ben là, ça a servi à faire en sorte que la prolétarisation des Canadiens français, ce qui est pas faux, c'est tout à fait vrai. Mais ça a aussi permis à d'autres Canadiens français de s'enrichir aussi, bon, parfois sur le dos peut-être de leurs compatriotes, mais à ce moment-là, il n'y avait pas cette tension-là. Parce que cette période-là, canadienne-française, du Bas-Canada, c'était un peu. Elle est Est-ce que je me rurale. trompe en disant. Ça avait un peu hérité quasiment du. C'est un peu un vestige de la féodalité, là, avec les seigneuries, Mhm. puis Oui, ben, c'est très, ben, porté à l'agriculture. oui, oui. Ben oui, l'économie déjà, l'économie historique au Canada français, ça a toujours été une économie de type rural, de type avec accès autour du système de terre. Ce qui est pas quand même, tu sais, je veux dire, les Bleus restent quand même dans cette pensée de dire que l'agriculture est centrale. Parce que Mhm. c'est pas encore à ce moment-là tout le monde, il y a un exode progressivement à travers le 19e siècle. Il y a cet exode rural-là des populations qui quittent les campagnes pour aller à la ville progressivement cette urbanisation-là au courant de la deuxième moitié du 19e siècle, mais ça reste quand même présent dans l'imaginaire pensé puis dans le discours conservateur de dire que l'agriculture, elle est centrale. Emparons-nous du sol. Quartier le met de l'avant. Sinon, après ça, il y a d'autres gens qui le mettent de l'avant. Emparons-nous du sol. Si on est propriétaire du sol, on est vraiment propriétaire du pays, qui est très présent dans la pensée conservatrice. Et à ce moment-là, l'élite canadienne-française, est-ce que ça, les seigneurs, c'était l'élite? Mhm. Ben, il y avait plusieurs élites. Tu avais les seigneurs, tu avais le clergé, tu avais les professions libérales. C'est ça. Est-ce que après, mettons, est-ce que après l'abolition de la seigneurie, du système seigneurial, est-ce que les seigneurs sont comme devenus des avocats puis des notaires ou Ben, ils l'étaient déjà. Pour la plupart, Ok. pour la plupart des seigneurs avaient déjà des professions libérales, un peu comme Papineau. Sinon, c'était des gens, des marchands ou des trucs comme ça, issus de la haute société britannique. Parce que oui, oui, beaucoup des seigneurs au Bas-Canada étaient aussi des Britanniques. Ok. Ça, je savais pas. Notamment la famille Grant à Longueuil, des marchands écossais. Intéressant. Et puis là, ok, là on est rendu chez les Bleus. L'industrialisation, puis là, si je me trompe pas, il y a aussi un traité de libre-échange avec les États-Unis. Il y a, il y a un développement économique. Parce que le Royaume-Uni a délaissé le protectionnisme et les taux plus favorables à ses colonies. C'était d'ailleurs ce qui a donné du carburant aux annexionnistes, en partie. Ok. Ouais, ouais. Puis Donc là, là, on on, arrive. Ouais. on arrive au bleu. On arrive au bleu. Puis pourquoi souvent on va entendre les gens dire, des conservateurs, que c'était ils étaient à la solde du régime britannique et tout ça? Ben parce que les bleus de Georgetown Cartier se sont alliés avec les conservateurs de John A. Macdonald dans le Haut-Canada. Que ces chefs bleus-là au Canada français vont jouer un rôle de premier plan dans la planification de la Confédération canadienne durant les années 1860. Georges-Étienne Cartier, c'est le lieutenant, c'est le bras droit, pardon, c'est le bras droit de John A. Macdonald, pour travailler là, les conservateurs, les Bleus, pour mettre en place la Confédération canadienne. Ce qui leur est reproché aujourd'hui par les nationalistes québécois, notamment. Fait que là, t'es en train de me dire, là. Attends. Fait que là, t'es en train de me dire que un des pères de la Confédération canadienne, c'était un ancien patriote. Ben oui, c'est assez connu. Georges-Étienne Cartier a tiré sur des Anglais en 37 à Saint-Denis. Après ça, il s'est caché. Les gens pensaient qu'il était mort. Il est allé s'exiler aux États-Unis, il est revenu, il s'est caché, puis finalement, il est allé chercher le pardon, puis il est devenu un conservateur super monarchiste britannique. Il a eu un titre de baronnet donné par la reine. Donc, oui, oui, c'est assez paradoxal. 30 ans plus tard. Fait Puis il fait la 30 Confédération canadienne après. Ok, non, je savais pas. J'étais vraiment ignorant de cette partie-là de l'histoire. Mais c'est quand même. Ok, c'est quand même une très drôle d'anecdote, là. Ok, donc, il y a des anciens patriotes qui sont devenus. Qui ont fondé
qui ont fondé le mouvement conservateur canadien-français, puis là, ils ont Mhm. participé à la À la Confédération fondation de canadienne. la Confédération. Il faut le savoir, faut se mettre dans leurs souliers à ce moment-là. Et la Confédération canadienne, c'est ça ou c'est l'annexion? Parce que t'as de 40 à 67, de 1840 à 1867, le régime de l'Union, c'était techniquement un régime unitaire. C'est-à-dire qu'il y a un seul parlement pour les deux Canada, le Haut et le Bas Ouais. Canada, et ça va pas bien. Ça ne fonctionne pas. Il y a crise après crise, surtout vers la fin, où les gouvernements se succèdent et ils ne durent pas. Ça ne fonctionne pas. Hmm. Au début, les Canadiens français voulaient le rep by pop, donc la représentation par population, parce qu'ils étaient plus nombreux. Les Anglais du Haut-Canada voulaient rien savoir. Là, quand les Anglais du Haut-Canada étaient devenus plus nombreux que les Canadiens français dans le Bas-Canada, là, ils ont demandé le rep by pop. Là, les Canadiens français ne voulaient plus rien savoir. Bref, Hmm. ça fonctionnait pas. Le Bas-Canada aurait pas pu à ce moment-là être indépendant. Et en faisant la Confédération canadienne, les conservateurs misaient sur le fait que ça serait une fédération. Euh, les Canadiens français et les leaders des maritimes disaient que ce soit une fédération, donc une séparation des pouvoirs, et que le Bas-Canada serait maintenant séparé du Haut-Canada pour avoir sa propre législature provinciale dans le Québec. Les conservateurs misaient là-dessus. C'était ça Donc c'était un, ou c'est un compromis. donc c'était un pas vers l'avant pour la cause nationale, en À ce réalité, moment-là, à ce moment-là. ils le voyaient comme ça. C'est pas tous qui le voyaient comme ça, par contre. Les conservateurs, en général, le voyaient comme ça. Là, si tu regardes du côté, par exemple, des rouges ou des libéraux ou des libéraux nationaux, ceux que certains ont appelés les violets, là, il y a une plus grosse critique de la Confédération. Euh, mais c'est ça. Pour les conservateurs, c'est un peu comme ça qu'ils le voyaient. Toujours dans l'optique quand même, même si c'est pas aussi intensément que certains nationalistes, même pour l'époque, toujours dans l'optique de la conservation de la nationalité. C'est ça qui est au cœur des préoccupations conservatrices. Parce il y avait une partie, donc il y avait une partie du mouvement nationaliste qui était du côté conservateur, il y avait une autre partie qui était du côté libéral. Oui, ah oui, 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 oui. Oui. Et eux, ils critiquaient, ouais. Oui. Puis eux critiquaient les conservateurs critiquaient les libéraux. Ben, c'est un peu comme aujourd'hui, hein. Il y a des nationalistes un peu partout. Aujourd'hui, tu as des nationalistes au Québec qui sont aujourd'hui qui sont plus conservateurs, comme tu as des nationalistes qui sont plus progressistes. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis à ce moment-là, les enjeux dont on parlait en politique, c'était surtout comme ben, est-ce que c'était beaucoup par rapport à c'est ça, la forme de gouvernement? Est-ce qu'on fait une confédération? Ben, Ben, est-ce qu'on il se y fait avait, annexer? oui. Puis Il y avait quand même l'économie? l'économie, le régime, le fait que l'union fonctionne pas, représentation plus proportionnelle à la population, exode, la grande saignée, donc les Canadiens français qui commencent à se rendre en masse vers les États-Unis. Tout ça est très discuté. On cherche des solutions, donc voilà, chacun arrive avec son grain de sel. Les annexionnistes, les Canadiens français libéraux, annexionnistes, et puis les deux avaient un peu cet exemple-là, mais pas pour les mêmes raisons. Il y avait des annexionnistes qui mettaient l'argument de la Louisiane comme réussite. Vous voyez, ils ont pu rester français. Bref, nous pourrons nous aussi rester français dans l'Union américaine. Ok. Puis, mais là, à ce moment-là, le progressisme versus le conservatisme social, c'est pas encore un enjeu. Même les libéraux, à part les libéraux radicaux, tout le monde est catholique. Tu as les libéraux plus modérés, ceux qui vont se faire appeler après ça, ils ne seront pas appelés comme ça, c'est l'historiographie qui les appelle comme ça, notamment depuis Jean-Paul Bernard, un étudiant dont j'ai oublié qui a fait un mémoire sur eux, et les violets, qui sont un peu à mi-chemin entre les rouges et les bleus, sont catholiques. Les gens sont catholiques, le catholicisme fait partie des mœurs, surtout à partir de cette période-là, de cette période-là, de toute façon. La dernière fois que je suis venu sur vos ondes, j'ai parlé du réveil religieux, mais là, je veux dire, on est rendu dans une société où le catholicisme est omniprésent. Donc, le catholicisme, le conservatisme social, ça n'a pas le même, c'est pas un enjeu comme aujourd'hui, disons. Ça découle de soi. Un peu de la même façon que aujourd'hui, c'est le progressisme qui découle de soi, puis même les conservateurs, comme ils se battent pas sur ce terrain-là, ils se battent sur d'autres terrains, Mhm. Exact, comme l'économie ou ben, la diplomatie. exact. Je veux dire,
c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est nécessairement d'accord avec l'omniprésence, ou du moins la force qu'a le catholicisme à ce moment-là. Je veux dire, je mentionne depuis tout à l'heure les rouges, les ultralibéraux, qui sont très critiques de tout ça. Les anticléricaux sont critiques de la place de l'Église, sont critiques de la place que prend le catholicisme, mais ça reste que euh, il y a une frange quand même de libéraux qui sont très inspirés par le catholicisme social libéral français. C'est des libéraux qui sont catholiques. Donc, c'est sûr que là, on n'est pas encore dans ces enjeux comme on l'entendrait aujourd'hui en parlant de Mhm. conservatisme social. Ok. Donc là, prochain chapitre de. euh, Parce que là, je lisais, c'est drôle, juste avant de l'enregistrement, je lisais Histoire populaire du Québec moderne de Jacques Mhm, Lacourcière. Là. mhm. Si je me trompe pas, fin 19e siècle, début 20e siècle, le Parti libéral, il a l'air de vraiment dominer la place, l'espace politique. Mhm. Donc, est-ce que tu pourrais nous Le- parler un peu comment évolue le mouvement conservateur dans cette période-là où, tu sais, je pense au tout début de la Confédération, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir, oui, mais après ça, oui, ça devient oui, les oui. libéraux. Les Comment ça se conservateurs, passe? Comment ça évolue? les conservateurs dominent. Ils dominent, euh, mais c'est sûr que là, à partir du moment où il commence à avoir les crises, notamment avec dans l'Ouest canadien, avec les Métis, avec Louis Riel, les conservateurs commencent à perdre de l'aile au Québec. Là, t'as des gens comme Honoré Mercier, puis qui arrivent avec une nouvelle vision. Tout ça. Honoré Mercier, qui était pas, qui était un libéral, mais qui aurait pu très bien être un conservateur aussi. C'était le plus conservateur des libéraux. Il vient d'une famille conservatrice à la. Donc oui, le Parti conservateur commence à tirer de l'aile au Québec, mais pas le courant conservateur. Donc le courant parlementaire, lui, va avoir de la difficulté, mais il va quand même se développer au tournant du 20e, un nouveau, un nouveau type de conservatisme. Euh, un nouveau type de conservatisme qu'on connaît peut-être un peu plus. Et si tu me permets, je vais aller vers là. Oui, Donc, allons-y. déjà au 19e siècle, ben, de toute façon, depuis les débuts de la politique au Canada français, le nationalisme, faute d'autres mots, le nationalisme est très présent et va aussi s'exprimer à travers certaines prises de position des conservateurs. Et ce nationalisme-là va peut-être un peu être moins fort plus ça va avancer dans le 19e siècle, à part peut-être quelques sursauts, notamment avec la période de Louis Riel. Mais on connaît un fin 19e, début 20e, là, un renouveau du nationalisme à travers bon, des figures comme Henri Bourassa, mais aussi Jules-Paul Tardivelle, et c'est ça qui va influencer le nouveau courant conservateur qui va se développer à ce moment-là. Jules-Paul Tardivelle vient s'opposer à Henri Bourassa, qui est un libéral au sens d'affiliation politique, mais qui est quand même, il se faisait appeler le castor rose, parce que les castors, c'était la frange ultramontaine du Parti conservateur du Québec, et Henri Bourassa était très, 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 très catholique. Et Henri Bourassa, qui est le petit-fils de Papineau, soit dit en passant. Ah ouais, ok. Oui, oui. Donc, euh, Jules-Paul Tardivelle vient s'opposer au nationalisme plutôt pan-canadien d'Henri Bourassa, Hmm. qui est Tardivelle. Donc, Tardivelle, c'est un journaliste. C'est un journaliste catholique et un ultramontain euh, qui écrit dans le journal La Vérité. Chose assez rare pour l'époque, il est ouvertement indépendantiste. On avait eu des gens comme Médéric Lanctot un peu plus avant et tout ça, mais Jules-Paul Ladivelle lui arrive vraiment avec cette option-là. Il va écrire un roman qui s'appelle Pour la patrie. Et dans ce roman-là, il raconte l'histoire d'un journaliste qui se fait homme politique et qui œuvre pour que le Québec devienne un État indépendant, un État sous le nom de Nouvelle-France, c'est pas très original, mais il œuvre, dans le fond, le personnage principal de son roman travaille à ce que le Québec devienne une Nouvelle-France indépendante, française et catholique. Donc là, on a le germe de ce qui va venir. Et il va viser, à travers ça, à développer une espèce de sentiment national canadien-français d'abord, plus que pan-canadien. C'est là qu'il s'oppose à Henri Bourassa. Et ça va en inspirer quelques-uns. Donc, on a Jules-Paul Tardivelle qui développe le sentiment national canadien-français.
qui va propager l'idée d'un État français sur les rives du Saint-Laurent. Cette idée-là va faire un bout de chemin dans les cercles nationalistes et conservateurs canadiens-français du début du 20e siècle. Et il y en a un qui va être particulièrement inspiré par ça, et c'est, on le connaît, Lionel Groulx. Mhm. Donc, Lionel Groulx est quand même influencé par Tardivelle et tout son travail intellectuel à Groulx va aller dans le sens de la promotion de l'État français. Un intellectuel et un prêtre, donc sa pensée va conjuguer foi et patrie. Ce qui n'était pas forcément, ce qui était pas forcément le cas au 19e siècle. C'est-à-dire que la foi découlait de soi, la foi faisait partie de l'identité, comme on l'a déjà vu dans un épisode précédent, mais de conjuguer foi et patrie dans une doctrine nationaliste, c'est ce qu'on appelle ce que l'on a appelé souvent le clérico-nationalisme. C'est Mhm. vraiment cette période-là de dire le nationalisme et le catholicisme vraiment ensemble, c'est à partir de Groulx. Je me répéterai pas trop parce que j'en avais déjà parlé un peu dans l'autre épisode, mais c'est vraiment à partir de là, à travers son œuvre dans l'Action catholique de la jeunesse canadienne française et dans l'Action française de Montréal, propager puis jeter les bases de ce renouveau nationaliste-là, de ce renouveau conservateur et nationaliste. C'est ça. Ouais, est-ce que je t'ai coupé? Euh, Est-ce que tu dirais, avant, parce que les ultramontains, ça faisait déjà un bout qui existait au Québec, à ce Le moment-là. milieu du 19e. OK. Est-ce que, avant ça, les ultramontains, on les considérait comme des conservateurs? Oui et non, c'est-à-dire qu'ils se sont impliqués au sein du Parti conservateur. L'aile la plus radicale du Parti conservateur du Québec, à un moment, ça a été justement les castors, donc l'aile ultramontaine. Ils ont voulu faire appliquer le programme catholique très ultramontain, il me semble, sous toute réserve, à la fin du 19e, du moins dans les dernières décennies, si je me trompe pas. Est-ce qu'ils étaient considérés comme conservateurs? Je veux dire, au sens où on peut l'entendre, oui, mais au sens philosophique du terme, pas vraiment. Parce que leurs références, c'est davantage les références françaises du genre, ben, je veux dire, très françaises contre-révolutionnaires, comme Joseph de Maistre, comme Louis de Bonald, mais qui sont aussi des, des, des pères de la pensée conservatrice. Donc oui, on peut les considérer comme conservateurs, mais c'est pas le courant conservateur auquel moi je pense quand je parle du courant conservateur canadien-français. Ils en sont peut-être une teinte un peu plus, disons plus à droite du mouvement conservateur pour l'époque, euh, mais c'est pas à eux que je pense quand je parle de conservateur au sens, euh, au sens premier ou au sens du Parti bleu ou de l'Action française, notamment, puis de Lionel Groulx. Mhm. À Parce cette que, époque-là, on parle plus de l'ultramontagne, à l'époque de Groulx. OK, à l'époque de à l'époque de Gros, le terme ultramontanisme, le camp ultramontain, c'est plus d'actualité? Ça commence à s'étioler pas mal. Au sens où on l'entendait au 19e. Hmm. OK. Puis, les ultramontains, eux, c'était plus une droite d'inspiration française, comme droite légitimiste. Oui, Euh, oui, oui. OK. Mettons, Alors que les conservateur. Bleus, par exemple, c'est plus une droite d'inspiration britannique. Il y OK. a des influences françaises, évidemment, parce que c'est des Canadiens français qui sont pas sans avoir des influences françaises. Ils ont tous lu Chateaubriand. J'exagère. Mais Chateaubriand est quand même une référence. Le génie du christianisme de Chateaubriand, là, c'est une référence. Donc ça l'est. Mais c'est davantage, du moins pour certains hommes politiques, notamment Cartier, c'est évident avec Joseph Cartier, la référence, elle est britannique. OK. OK. Et donc, là, il y a l'association, la jeunesse. J'ai oublié le nom de l'association. L'Action catholique de la jeunesse canadienne-française, qui est un mouvement qui est comme un peu une espèce d'organe de propagation de la pensée de Groulx. Ben, du moins, Groulx s'implique beaucoup là-dedans, puis la pensée grouxiste commence à se propager, qui est une vision conservatrice et nationaliste, assez, qui va accorder beaucoup de place au catholicisme comme marqueur identitaire de la nation, mais aussi comme une source spirituelle et intérieure pour la nation. Quelque chose qu'on peut aller chercher pour soi. Comme je le disais, tout le travail intellectuel et social de Groulx va viser à l'édification de cette nation française-là, distincte et indépendante en Amérique. Sa pensée va s'affiner au fil des décennies. Elle va toujours être autonomiste,
mais va parfois flirter avec l'indépendantisme, inconsciemment ou pas. Gros n'était pas ouvertement indépendantiste, mais je veux dire, à certains moments, de la façon on le lit, puis on jurerait que le gars il veut détruire le Canada. Euh, donc, cette pensée-là va s'affiner, va se propager à travers, je l'ai dit, l'Action française de Montréal, et que ça va, l'Action française de Montréal, les intellectuels qui s'y impliquent vont développer une école de pensée axée sur la défense de la langue, la défense de la culture, de la foi, bien sûr, mais aussi du Québec comme État national et foyer spirituel du Canada français. Et là, c'est là qu'on commence vraiment à, disons, se tourner davantage vers le Québec que vers le Canada en entier. Et c'est pour ça qu'il va y avoir aussi une forte critique de la Confédération canadienne. Je crois en avoir déjà parlé. Ouais. Ça se passe à l'intérieur du mouvement conservateur. Cette espèce de transition-là du, mettons, nationalisme pan-canadien comme binationaliste, Mhm, puis canadien-français. Puis là, ça commence à plus se centrer autour de l'État-nation du Québec. exact. C'est bien que tu mentionnes ça parce que j'avais omis de mentionner ce détail-là du pacte entre deux nations, de la vision biculturelle de la nation qui n'était pas partagée par les Canadiens anglais à l'époque, mais qui était souvent mise de l'avant par les Canadiens français, notamment chez les conservateurs, de parler du Canada comme un pacte entre les deux grandes nations, françaises et anglaises, un pays biculturel, bref. Mais là, puis Henri Bourassa, qui était quand même philosophiquement conservateur, mettait beaucoup l'emphase là-dessus. Mais là, on tend à s'en séparer pour se concentrer vraiment sur le Québec. Le Québec comme État national et de la nation canadienne-française, comme le cœur du Canada français. Et ça, là, on parle du début 20e siècle. On parle du début 20e siècle, puis ça va culminer ça dans les années 30. Crise économique en 1929. Il y a des mouvements de jeunesse qui se font dans cette décennie-là, qui sont fortement inspirés par l'abbé Groux. L'idée séparatiste va prendre vraiment forme et va s'intensifier. On peut dire que c'est vraiment à ce moment-là que naît pour vrai le mouvement indépendantiste. Je sais que les indépendantistes de notre époque, un peu plus progressistes, un peu plus de gauche, vont beaucoup regarder vers les patriotes, ce qui n'est pas totalement faux. C'est plus nuancé que ça. Moi, je pense que le mouvement indépendantiste moderne naît vraiment à partir des grouxistes du début du 20e siècle. Puis là, on pense à des groupes comme les Jeunes Canada, on pense aux Jeunesses patriotes, on pense à des revues comme Vivre ou La Nation, pour en nommer quelques-unes. Ça, là, dans les années 30, là, on parlait de ce courant conservateur qui évoluait, qui était très nationaliste. Ces groupes-là sont très nationalistes. Ils sont conservateurs, ouvertement de droite, et certains sont d'ailleurs plus radicaux que d'autres. Ils vont même s'inspirer des régimes plus autoritaires ou même parfois totalitaires en Europe à ce moment-là, pour les plus radicaux d'entre eux. C'est pas la norme, par contre. Et ces mouvements-là, beaucoup des étudiants vont se donner comme objectif de placer la question indépendantiste au cœur du débat public. Vont vraiment chercher à redéfinir cette doctrine à la fois nationaliste et conservatrice canadienne-française pour aller progressivement vers l'idée d'indépendance. C'est d'ailleurs dans cette période-là que le jeune abbé Wilfrid Morin, qui est un disciple de Groux, va publier son livre Nos droits à l'indépendance politique, qui est un plaidoyer en faveur de l'indépendance du Québec. Lui, il l'appelle dans son livre La Laurentie. Fait que là, on est dans les années 30. Mhm. Lionel Groux, qui est un peu héritier de la pensée de Jules-Paul Tardivelle, qui, est vraiment à la tête de ce mouvement-là. Là, je pense qu'il y a des. Il fait Je des. dirais pas qu'il est à la tête, mais je dirais que il influence. C'est comme le maître à penser Ouais, de, cette, ouais, de ce de mouvement-là. ce coup. Ouais. Puis là, à quel point est-ce que ce mouvement-là, comme clérico-nationaliste, va avoir un lien, va être en lien avec, mettons, le Parti conservateur ou l'Union nationale de Maurice Duplessis. J'aime ça, Philippe. On dirait que dans ma tête, tu vois exactement où je m'en vais. Je vais juste continuer Comment? la timeline, là. Ah oui, mais J'essaie ouais, de. le gars, tu connais La ton ligne du affaire. temps. La ligne du temps. Parlons français. Comment les liens se font? Ben, c'est à ce moment-là qu'apparaît l'Action libérale nationale. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'Action libérale nationale. Ça, c'est un parti qui a été fondé par des gens qui sont au Parti libéral de Tachereau,
qui sont nationalistes, mais qui sont vraiment très mécontents de la tournure que prend les choses avec le Parti libéral. Ils vont être grandement influencés par les idées de Lionel Groulx et de l'économiste Esdras Mainville. Ces Hmm, gens-là prônent, par exemple, des réformes de l'agriculture, de la justice, de l'industrie, de l'économie, des pratiques électorales et même la nationalisation de l'hydroélectricité. C'est ok. un des points principaux du docteur Philippe Hamel, notamment. Euh, donc, cette action libérale nationale-là, c'est un nouveau parti qui va un peu se faire le relais parlementaire du grouxisme. Donc, de cette pensée-là de Groulx va se développer cette doctrine qu'on peut appeler grouxisme faute de mieux, nationaliste, conservatrice, réformiste, qui va être parfois indépendantiste, mais toujours autonomiste, qui va parfois aussi être anti-impérialiste, qui va adopter une vision sociale et économique qui va s'inspirer grandement de la doctrine sociale de. Et ça, à ce moment-là, notamment, par exemple, je parlais de l'économiste Esdras Mainville. Esdras Mainville est en plein c'est un économiste très influencé par la doctrine sociale de l'Église. Et ça va être le noyau dur au milieu, pendant la première moitié du 20e siècle. Ça va être le noyau dur du nationalisme conservateur québécois ou du conservatisme nationalisme québécois. Ça se développe, ça continue son évolution. C'est une pensée qui, dans les années 30, en plein pendant la crise, c'est une pensée de droite qui va constater la faillite du libéralisme politique et économique, qui va remettre l'accent sur des valeurs conservatrices comme l'ordre, comme la famille, la tradition, même un retour à la terre comme solution pour la crise. Mais c'est aussi euh, un moment qui voit la naissance d'un autre parti politique. Là, je parlais de l'Action libérale nationale, tu as mentionné l'Union nationale, c'est là qu'on s'en va. C'est un parti politique qui va devenir la force de frappe du conservatisme québécois pour les décennies à venir, là, du milieu des années 30 jusqu'aux années 60 et même un peu pendant un temps au-delà. Donc, on l'a dit tout à l'heure, au tournant du 19e, 20e siècle, le Parti conservateur du Québec commence à tirer de l'aile. Les libéraux là, sont installés pour longtemps. Mais sous la direction de Maurice Duplessis, il va former une coalition, puis il va fusionner avec l'Action libérale nationale pour pouvoir faire face aux indélogeables libéraux de Louis-Alexandre Tachereau. Il va s'appuyer sur le programme réformiste de l'ALN pendant les élections, mais va progressivement s'en éloigner pour garder essentiellement un programme qui est conservateur sur le plan sociétal, libéral sur le plan économique. Donc, c'est un conservatisme à l'Union nationale qui va être très, très régionaliste et autonomiste, qui va lutter contre Ottawa pour le respect des prérogatives, mais qui va aussi être très populiste. C'est peut-être même le cœur d'une mouvance populiste au Québec. L'Union nationale, le parti, va chercher à attirer vers lui le vote des électeurs issus des classes populaires, des classes agricoles, va se montrer comme le seul représentant des intérêts de ces classes-là face aux élites libérales corrompues. Bref, on connaît le refrain. C'est comme ça que va, euh, va un peu se mêler, pas se mêler, mais le lien qu'il y a entre le grouxisme et l'Union nationale se fait là à travers l'Action libérale nationale, mais les idées de l'Action libérale nationale, Maurice Duplessis va les tasser très, très rapidement quand même, à part peut-être la dimension autonomiste et nationaliste, mais sinon, Groulx a toujours été un critique de Maurice Duplessis, là. Parce que dans le fond, il y avait l'Action libérale nationale. Est-ce que tu dirais que ça faisait partie du mouvement conservateur? Ça faisait partie du mouvement grouxiste. Moi, je dirais que je te mentionnais tantôt les violets, là, comme on n'a pas beaucoup parlé parce que je trouvais que c'est pas, j'aurais pu en parler, mais c'était pas, ça aurait rajouté plus de temps. Les violets qui sont vraiment un peu à cheval entre les conservateurs et les libéraux, eux-mêmes se définissaient plus comme des libéraux nationaux, des libéraux modérés. Je pense que le groupisme s'insère beaucoup, beaucoup dans un mouvement conservateur qui est proche des violets. L'Action libérale nationale, définitivement, ce sont des libéraux nationalistes qui ont des approches conservatrices sur certains aspects. Là, je suis peut-être inculte, là, mais là, j'ai l'impression les conservateurs, ils étaient plus libéraux de l'économie. Mais là, dans ce temps-là, pourquoi est-ce qu'on les appelle pas des libéraux? Là, Ben, c'est parce peut-être que une question attardée, là, mais genre.
Ben, je veux dire, le libéralisme économique en soi a toujours été présent à partir même des Bleus en termes de l'économie de marché. Je veux dire, l'économie de marché s'est installée, puis c'est juste ça va de soi. C'est sûr que l'approche des conservateurs n'est pas celle des libéraux à ce moment-là, qui fait qu'on peut pas commencer à les appeler des libéraux. Ça serait plus tard. Le conservatisme n'est pas dénué de, de libéralisme au sens où il va souvent s'opposer au libéralisme, mais qui va aussi parfois intégrer certaines dimensions libérales dans son approche, sans renier nécessairement le reste. En fait, c'est là la fine distinction entre un libéral de droite et un conservateur. Le libéral de droite, c'est essentiellement un néolibéral, alors qu'un conservateur qui peut avoir une approche économique libérale va rester conservateur sur le reste, sur le plan social, sur le plan national, sur le plan de se dire que oui, on adopte une économie de marché, mais on sacrifie pas à ça le reste. On s'efface pas. Parce que les libéraux, dans le fond, ils seraient pour l'économie de marché, En puis temps aussi normal. Pardon? En temps normal, oui, en effet. C'est le progrès. C'est le libéralisme, c'est la marche en avant vers le progrès. Toujours. Ouais, donc moins d'importance aux institutions comme l'Église et tout ça, plus de liberté individuelle. Ça, c'est les libéraux. Les conservateurs, à l'époque, Une vision plus communautaire. ils admettaient l'économie de marché, mais ils voulaient garder comme les institutions comme l'Église, puis la patrie et tout ça. Exact. Exact. Puis là, entre guillemets, à l'extrême droite, genre, on a, ben, on peut débattre si c'est extrême, là, mais comme le mouvement de Grou, il était de droite, c'était comme conservateur, et en plus de ça, ils étaient pas libéraux sur le plan économique. Non. Non, pas Est-ce du que je tout. dresse le portrait correctement, comme le Oui. spectre? Sur le plan économique, ils sont davantage axés sur les idées issues du catholicisme social puis de la doctrine sociale de l'Église. Je même qu'ils cherchent à trouver une espèce de bon, une espèce de troisième voie entre le libéralisme économique capitaliste et le socialisme, mais le communisme. Donc c'est ça. D'où l'idée qu'il y en a qui vont parmi les jeunes yogsistes, qui vont adopter des visions corporatistes au sens que le met de l'avant la doctrine sociale de l'Église, j'entends, pour la plupart. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus radicaux, je l'ai dit rapidement tantôt. Mais ouais, c'est assez différent. Alors que l'Union nationale reste dans un conservatisme un peu plus libéral sur le plan économique. Ok. Quoique, c'est pas dénué d'intervention, là. Il y a quand même de l'interventionnisme, là. Alors qu'un libéral de droite va généralement s'opposer à l'intervention de l'État dans l'économie. Les conservateurs n'ont pas de misère à avoir les vrais conservateurs, j'entends, pas de la misère à avoir une espèce de voir l'État s'ingérer dans certains domaines pour pousser certains secteurs. Et donc, Duplessis, pour fonder l'Union nationale, il essaie de coaliser en fait l'entièreté de la droite, là, donc à la fois les grouxistes puis les conservateurs qui sont libéraux sur le plan économique. Mais au final, il fait un peu comme genre Tu sais, il je finit dis par libéral, aller plus du côté conservateur libéral sur le plan économique. je dis libéral, faute de mieux. Ça reste que c'est pas libéral. Tu sais, c'est pas libéral au sens où on l'entend par exemple avec les néolibéraux. C'est pas libéral au sens où on peut l'entendre chez les libéraux classiques. Mais ça reste que c'est une économie qui est l'économie de marché, une économie de marché, Ok. capitaliste. Ça s'oppose pas au capitalisme, or que, par exemple, le grouxisme, sans s'opposer au capitalisme, de façon même chercher à dire, hey, il y a peut-être quelque chose qui se passe, qu'on pourrait peut-être faire attention un peu, puis Mhm. dans, Puis dans, est-ce que dans l'idée de la doctrine sociale de l'Église. ouais. Est-ce que là j'émets une hypothèse. Est-ce que c'est possible que étant donné que l'Union nationale au départ avait fusionné avec L'ALN. l'ALN, Ouais. mais au final aura pas adopté ses idées, est-ce que tu penses que c'est un peu pour ça que plus tard à la Révolution tranquille, c'est quasiment comme si le nationalisme d'école de pensée grouxiste, là, qui est à la fois nationaliste puis interventionniste, va comme resurfacer puis
donné naissance au mouvement nationaliste québécois contemporain qui est de gauche économique. Resurfacer, c'était bien ça, c'était bien fait. Je sais pas si c'est un mot. Je pense pas, non. Mais c'est pas grave. Ressurgir, va ressurgir. Ressurgir. Euh, je te dirais que oui et non. En ce sens que malgré la présence de l'Union nationale, Grouxis ne s'éteint pas. Je veux dire, Grou décède en 67. 67. Grou décède en 67 alors que Duplessis meurt en 59. Enfin, le courant grouxiste reste présent, peut-être plus dans les marges ou à travers certains intellectuels, plus intellectuels du moins. Dans le milieu politique, Montaire, il n'est pas là. Il reste dans le milieu intellectuel. Des gens comme Édouard Montpetit, Esdras Mainville, ça continue. François Albert Ranger, c'est pour moi considéré comme le dernier des traditionnalistes, entre guillemets, ou des groupistes après les années 60, qui était aussi le mentor de Jacques Parizeau. Euh, mais c'est sûr que le néo-nationalisme le néo-nationalisme s'est développé dans les années 60 après, a peut-être été chercher évidemment certaines influences dans cette vision-là, notamment plus progressiste, entre guillemets, au sens économique, j'entends. Il y a pas une vraie cassure. Il y a beaucoup de gens qui vont dire à la Révolution tranquille, il y a une cassure. Non, il n'y a pas une véritable cassure. T'as même l'Alliance Laurentienne qui, euh, qui va faire un peu le pont entre le nationalisme d'avant la Révolution tranquille et le nationalisme d'après la Révolution tranquille. L'Alliance Laurentienne, elle est à cheval sur les années 50-60. Donc, elle reste elle est corporatiste. Elle est, euh, elle est très, très catholique, très, très nationaliste au sens canadien-français et groussiste. Mais elle commence déjà à adopter le discours anti-impérialiste, décolonial, qui domine à partir des années 60. Là. C'est l'Alliance Laurentienne. Oui, l'Alliance Laurentienne de dire que le Québec c'est une colonie, ça c'est avec Raymond Barbeau, de dire que le Québec c'est une colonie, qu'il faut décoloniser, le nationalisme décolonial, tout ça, ça commence déjà avec l'Alliance Laurentienne. Donc ça fait vraiment le pont entre les deux périodes. Puis l'Alliance Laurentienne, elle était conservatrice sur le plan social et sociétal. C'est ça, je me pose la question, comment est-ce que le mouvement, le mouvement nationaliste qui est né chez les conservateurs, chez la droite, quelques années plus tard, là on parle dans les années où il y a comme une espèce de frange marxiste là, qui apparaît. Puis là, dans les années 90, on est rendu avec l'abolition c'est le Parti québécois qui abolit les commissions scolaires confessionnelles. Puis là, jusqu'à aujourd'hui, la CAQ est un mouvement nationaliste, un parti entre guillemets nationaliste qui fait passer une constitution qui met l'avortement puis la laïcité comme des... Je me demande comment est-ce on est rendu... C'est quoi qui a fait en sorte qu'il y a eu ce divorce-là entre Ben, le nationalisme et la droite? c'est le changement anthropologique des années 60. Là, les gens vont dire c'est la Révolution tranquille. Moi, je vais dire c'est le changement anthropologique des années 60. C'est-à-dire que c'est arrivé, ça, pas juste au Québec, c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé en France. Cette espèce de changement dans les mentalités-là qui s'est fait dans la génération boomer, qui a fait en sorte que cette génération-là elle était franchement plus progressiste et à gauche que la génération d'avant. Et par le fait, a récupéré les enjeux nationaux dans cette optique-là, l'optique décoloniale, l'optique marxiste, qui fait que ça a commencé à prendre de plus en plus de place avec des courants notamment comme des courants politiques comme le RIN, le Regroupement pour l'indépendance nationale, qui était très social-démocrate, très à gauche. Mais ça reste que dans les années 60, la droite est pas absente du mouvement indépendantiste. Euh, que le ralliement national de Jean Garon, qui était de droite, c'est le parti qui a fusionné avec le mouvement Souveraineté Association de René Lévesque pour donner le Parti québécois. C'est un parti de droite qui a fondé, Ouais. ouais. Puis, je veux dire, François Barranger s'implique encore beaucoup dans le milieu indépendantiste. Donc, c'est assez présent. Le conservatisme est encore présent, notamment à travers de l'Union nationale de Johnson, qui est très, très, très autonomiste. Mais c'est vrai que le mouvement indépendantiste, à partir des années 60-70, va se développer davantage du côté gauche du spectre politique. Mais ça, c'est juste l'esprit du temps qui fait ça, je dirais. C'est l'esprit du temps qui joue avec une jeunesse. Le mouvement nationaliste au Québec
comme je l'ai dit depuis le début, l'enjeu national au Québec est omniprésent en politique depuis le début. Depuis le début. Ce qui fait qu'il va s'insérer dans des courants un peu partout. C'est pas pour rien qu'il y a même des courants de gauche qui l'ont adopté. Dans l'optique décoloniale, par contre, ou social-démocrate. Ça reste que la trame politique dominante, je veux dire, la survivance de la nation, elle est présente tout le temps. Mhm. Soit qu'on s'y oppose, soit qu'on travaille pour qu'elle réussisse, qu'on puisse continuer de survivre. Mhm. Et notamment dans le courant bleu. Puis le courant bleu, qui est le courant conservateur, qui va devenir le courant indépendantiste, nationaliste, qui est euh, un peu moins conservateur qu'il l'était, mais qui a encore qui a quand même des racines là. Mhm. Versus le courant rouge, qui a, il y a eu des rouges qui étaient nationalistes, il y a eu des rouges qui étaient. Mais c'est pas la trame dominante. Ok. Ok. Parce que par la suite, le Parti québécois, qui a des racines, ce que tu viens de me dire, ça a des racines conservatrices, Ben, devient le de Parti québécois, gauche. c'est une coalition. Le C'est Parti ah, québécois, ok. ça a toujours été une coalition. C'est ça. Je pense que c'est le. Tu m'avais dit que c'était le RIN, puis le. C'est le RN qui était plus de gauche, mais tu avais d'une scission du RN, tu as le RN qui s'est fondé, à ne pas confondre avec un autre parti outre-mer. Donc, le regroupement national, le ralliement national, qui est comme un peu plus conservatrice, un peu plus de droite, un peu plus à l'ancienne, les gens sont catholiques et tout ça, qui veulent l'indépendance du Québec. Et René Lévesque, avec son mouvement Souveraineté Association, va s'allier avec eux pour fonder le Parti québécois. Ok. Puis là, pour poursuivre Et dans là, l'histoire du. Le RIN, lui, va se saborder. Le RIN, qui était un des premiers partis indépendantistes. L'Alliance Laurentienne, après ça, le RIN. Le RIN va se saborder, puis les leaders du RIN vont dire rejoignez le Parti québécois. Hmm. Ok. Puis là, pour poursuivre avec l'histoire du mouvement conservateur, euh, pendant combien de temps est-ce que le conservatisme a réussi à survivre dans le Parti québécois? Là, je veux dire, Caron a été au Parti québécois très longtemps. Je pense qu'il y a toujours eu une présence quand même un peu conservatrice au Parti québécois, mais qui n'était pas dominante parce que le parti est devenu très social-démocrate. C'est surtout que, c'est surtout que à partir des années 60, on parle plus en termes de gauche versus droite, on parle plus en termes de conservateurs au Québec, j'entends, de conservateurs versus libéraux. On parle en termes de fédéralistes contre souverainistes. Et puis, les gens qui sont fédéralistes vont se retrouver au Parti libéral et les gens qui vont être souverainistes vont se retrouver au Parti conservateur. Et ça, peu importe si ils ont des sensibilités de droite ou de gauche. Et c'est ce qui fait que au Parti libéral, on a eu un premier ministre sous Jean Charest, qui est un ancien du Parti conservateur. Oui. Et c'est ce qui fait que le Parti libéral, à certains moments de son histoire, a pu avoir des approches un peu plus de droite ou conservatrices, alors que c'est un parti libéral, parce que il faisait face à un parti de gauche social-démocrate dans le PQ, tu comprends? On a eu vraiment une espèce de revirement un peu étrange, mais parce que la question était plus gauche-droite, c'était souverainiste contre fédéraliste. Et là, les gens laissaient peut-être un peu plus de côté à un moment ces questions-là, puis leur sensibilité conservatrice. Puis de toute façon, à partir des années 70-80, le conservatisme se retrouve au Québec certainement, mais le conservatisme, puis même en Occident un peu, quoique il se retrouve un peu plus en marge du milieu politique. De toute façon, depuis les années 60, le conservatisme n'est plus une force vraiment dominante dans l'Occident. Euh, les, 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 le conservatisme va prendre une forme dans les années 80, notamment à travers Margaret Thatcher puis Ronald Reagan, va adopter c'est là qu'on a le conservatisme qui devient néolibéral. C'est le libéralisme de droite qu'on appelle du conservatisme, là. C'est à peu près là que ça commence ça commence à se concrétiser. Et le conservatisme, au sens classique du terme, va se trouver davantage dans les marges du monde politique,
euh, parce que c'est des sujets qui sont trop polarisants. L'économie, c'est bien. On peut parler d'économie, mais on peut pas parler, le fait de la tradition, de l'enracinement. Mhm. C'est ce qui fait que même les nationalistes québécois deviennent de plus en plus, j'ai envie de dire, c'est plus une question c'est plus une question de survivance de la nation, mais c'est une question démocratique et autres. Mhm. Parce que c'est quand même fou que en, en quelques, tu sais, juste en 2 décennies, les changements qu'il y a eu, euh, on dirait comme les espèces de gros sujets de société qui sont juste tranchés comme ça, puis on dirait qu'il n'y a pas eu vraiment Le d'opposition. Je veux dire, débat. mettons, en 88, la Cour suprême décide de décriminaliser l'avortement. Puis là, peut-être tu connais mieux, il y a peut-être eu des débats là, au plan fédéral, mais j'ai l'impression. Je connais pas ça, c'est pas du tout ma période, donc j'ai pas creusé. Ok. Mais on dirait, je sais pas, il y a tellement de changements de société, il n'y a juste pas eu de débat. C'est comme, il y a quelques décennies, il y a quelques années auparavant, on était sous Duplessis. Puis là, soudainement, comme, tellement de choses se produisent, je pense que c'est vraiment, comme tu le dis, le spectre politique, ça a arrêté d'être gauche-droite. Toute notre énergie, c'était sur la question indépendance ou rester dans la fédération. Puis Puis, c'est aussi parce que l'esprit du temps, c'était très gauchisé, c'était très libéralisé. Le libéralisme social prenait plus de place. Puis, puis les mouvements plus conservateurs étaient relayés sur le côté. Tu sais, je veux dire, il y en a eu des. Tu sais, je veux dire, l'Union nationale a quand même toffé un certain temps à travers les années 70, 80, mais elle est devenue très, très marginale. D'autres partis marginaux comme les créditistes, par exemple, qui étaient conservateurs sur le plan social, mais créditistes sur le plan économique. On a eu l'ADQ à un certain moment aussi, mais ça a toujours été relativement marginal, dans les marges, euh, parce que l'esprit du temps, puis encore aujourd'hui, est très, très, très axé vers le progrès c'est cette marche en avant vers le progrès. hmm. Fait que là, on arrive à C'est ce qui, aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, où il y a une montée de la droite, par c'est contre, ça. malgré tout ça. Aujourd'hui, il y a une montée de la droite, mais simultanément, on dirait qu'il y a un retour d'un échiquier politique québécois qui se définit principalement par, on dirait, un retour du. Comme. Gauche-droite, ouais. Ben là, avec le retour, avec le Parti québécois, on dirait qu'il y a comme deux phénomènes contradictoires qui sont en train de se reproduire. Il y a la montée de la droite, notamment chez les jeunes. Puis là, d'ailleurs, il y a eu une émission de Stéphane Bureau, là, Une époque formidable, là, où ils avaient des jeunes conservateurs. Là. En même temps, ouais, 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 et puis Étienne Alexandre Beauregard. Oui, 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 j'ai vu ça passer. Oui. Puis euh, en même temps, dans les sondages, ça dit que il y a un retour du Parti québécois qui devrait gagner les prochaines élections. S'il y avait des élections aujourd'hui, il gagnerait. Et qui sont particulièrement populaires chez les jeunes, la question de l'indépendance. Donc là, on dirait, c'est comme, c'est vraiment, je me demande qu'est-ce qui va se passer parce que justement, la question de l'indépendance, c'est ça qui a comme fermé la porte au débat gauche-droite, puis qui nous a fait complètement détourner le regard de ces questions-là, puis nous a juste fait concentrer sur l'échiquier, ben, sur le spectre souverainiste, fédéraliste. Le débat constitutionnel, oui. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? À quoi va ressembler la politique québécoise de demain? Parce que j'ai l'impression que ça va devenir vraiment complexe. Là. Il y aura des fédéralistes de gauche, des fédéralistes de droite, souverainistes de gauche, des souverainistes de droite. Dans quel camp est-ce qu'ils vont se ranger? Qui va s'allier avec qui? T'sais? C'est super intéressant. Et pour ça, je pensais pas qu'on irait dans cette direction-là, mais c'est super intéressant parce que ça montre toutes les tensions qu'il peut avoir maintenant dans le monde politique au Québec avec le débat gauche-droite qui revient la question indépendantiste qui s'inscrit, qui a jamais vraiment été, qui a jamais vraiment disparu, qui a été aussi un peu dans les marges, qui revient en force. C'est sûr que le futur
politique du Québec s'annonce, moi, je trouve intéressant parce que on remet de l'avant des débats, des sujets qui étaient un peu soit tabous, euh, euh, mis à l'écart, soit tout simplement, bon, on n'en parlait pas. Mais oui, il y a cette montée. Moi, j'ai envie qu'on parle du conservatisme québécois. On est ici pour ça, plus que de l'indépendance ou tout ça, qui va venir. Je vais y venir à travers ça. Mais de, comment devrait s'incarner le conservatisme québécois? Parce que là, tantôt, tu mentionnais euh, l'émission de Stéphane Bureau, où il a reçu Génération Ambition, mais aussi Étienne-Alexandre Beauregard. C'est bien parce que ce sont deux représentants de deux courants conservateurs qui sont très différents. Génération Ambition, c'est un peu dans la lignée de cette droite libérale-là dont je parlais tout à l'heure là, à travers, mettons, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, une espèce de pas vraiment conservatisme, mais vraiment de libéralisme de droite. On voit ça à travers, mettons, le Parti conservateur de Éric Duhem. On voit ça à travers la balado-diffusion de Yann et Frank. Cette montée-là d'une droite qui est très économique, qui est très axée sur la critique du modèle québécois. Une critique qui est légitime, je tiens à le préciser. Je ne leur casse pas du sucre sur le dos. Et on a, face à ça, là, tu parlais d'Étienne-Alexandre Beauregard, on pourrait inclure peut-être Mathieu Bock-Côté là-dedans pour le contexte québécois, qui est un peu un visage plus proche d'un conservatisme historique au Québec qui est nationaliste. Mathieu Bock-Côté est indépendantiste. À ma connaissance, il me semble qu'Étienne-Alexandre Beauregard est plutôt autonomiste. Mais ça, c'est pas là la question. Ça reste qu'ils sont fortement nationalistes, ce que l'autre courant n'est pas. Ou du moins, c'est pas son cheval de bataille, c'est vraiment l'économie. Comment devrait, comment devrait s'exprimer ce conservatisme québécois-là? Parce que si les conservateurs peuvent avoir une approche libérale parfois sur le plan économique, les libéraux de droite, en revanche, sont très rarement conservateurs sur les autres plans. Parce qu'ils vont vraiment mettre l'individu au centre de tout, l'individu comme étant plus important que la communauté, plus important Mhm. que les institutions. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier ce courant-là mis de l'avant par qu'on appelle la droite pirate, là, ou péjorativement, là, ou la droite de Québec? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des conservateurs? Mhm. Qu'est-ce que le conservatisme québécois devrait être? Moi, je pense qu'il devrait vraiment s'inscrire dans ce qu'il a été, de ce que je disais depuis tout à l'heure. Il doit vraiment s'inscrire dans cette ligne-là, s'en inspirer du moins, cette ligne qui remonte au 19e siècle, qui est très, très, très nationaliste. Le conservatisme québécois doit vouloir conserver des choses, notamment la nation, ses Ouais. institutions, la famille, l'ordre. Il doit être vraiment conservateur. Là. Selon le triptyque, moi, c'est un peu le triptyque que j'aime mettre de l'avant pour le conservatisme, de dire l'ordre, la tradition et le bon gouvernement. C'est ça à la base, un conservatisme qui est parlementaire ou politique. Ordre, tradition, bon gouvernement. Donc, c'est une œuvre de préservation. Là. On préserve l'ordre, les institutions, libertés, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles mises de l'avant par les libéraux, la culture, les traditions, c'est ça le conservatisme. Là. Puis c'est ça qu'on devrait remettre de l'avant. Moi c'est comme ça que je le vois. Mhm. Mais puis moi je pense que c'est très semblable, là, mais moi j'utilise comme ce que j'ai en tête serait une espèce de synthèse avec la théorie du droit naturel. C'est comme, on parle, la droite économique ou la droite de Québec, euh, qui est représentée beaucoup par le Parti conservateur du Québec, se préoccupe de la liberté individuelle et, mettons, on veut pas que les écoles poussent un agenda pour euh, enseigner des choses à des enfants que les parents seraient pas d'accord. Euh, mais ça, je pense, c'est tout simple. On peut faire une synthèse. On pourrait tout à fait reconnaître la validité de ces critiques-là euh, d'un point de vue conservateur du droit naturel, avec l'institution de la famille. La droite nationaliste. On reconnaît l'importance de la nation comme une institution naturelle qui est un peu l'extension de la famille. Euh, Puis, mais tout ça, c'est comme. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a les trois droites, la droite nationale, droite économique, puis la droite morale. Mais j'ai l'impression que la droite morale peut comme être la fondation des deux autres droites. C'est comme
il y a quelque chose une espèce de primauté, selon moi, de la droite morale, parce que c'est comme, c'est une fin en soi. Avoir une société où les gens sont vertueux, c'est une fin en soi. La droite économique qui veut une société économiquement prospère, mais ça, c'est un moyen pour une fin. C'est pas une Oui, fin en oui, soi. oui, oui. La droite nationaliste qui veut donner des pouvoirs, qui veut défendre des droits politiques de la nation, les droits politiques de la nation, ça, c'est des moyens pour une fin également. Euh, je- je- j'ai l'impression. Dans l'optique constitutionnelle, oui, 100%, c'est un moyen. Mais je Mhm. suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, comme je disais, je suis pas ici pour casser du sucre sur le dos de la droite économique. Ce que je veux mettre ce que je veux mettre en perspective, ce que je veux amener, c'est de dire, ces gens-là n'ont pas le monopole de ce qu'est le conservatisme. Philosophiquement parlant, c'est plus des libéraux que des conservateurs. Philosophique du terme, au sens idéologique du terme, c'est davantage pour la plupart des libéraux, de ce que moi je vois du moins. C'est davantage des libéraux classiques, des libéraux de droite aujourd'hui, des conservateurs, même, il y en a même là-dedans qui pourraient être qualifiés de libertariens. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, ces gens-là sont nécessaires dans le débat politique, dans le débat des idées. Est-ce qu'il y aurait moyen de travailler avec des gens comme ça? Définitivement. En fait, c'est là qu'il faut faire la synthèse en fait des divers cours, des divers droites. C'est-à-dire que l'économie, comme tu dis, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen pour faire en sorte que la nation, que la communauté, que la communauté nationale, puisse prospérer, puisse vivre, puisse s'épanouir. Mhm. Quand on a les moyens économiques, on réussit souvent mieux à se préserver que si on est pauvre. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Fait que là, selon toi, pour un conservateur québécois en 2025, où aller? Quoi faire? C'est comme, clairement, la CAQ, c'est un bateau qui est en train de couler. Euh, mais là, ils essaient d'incarner la droite nationale. Ils essaient. Ah ouais, tu m'apprends quelque chose. Mais je sais pas, avec tu sais, l'affaire de constitution, puis l'interdiction des prières. En même temps, ça va. D'un point de vue catholique, c'est une empreinte certainement le Parti libéral, je pense que non. Tu sais, où aller? Quoi faire? Je suis un nationaliste conservateur ou un conservateur nationaliste. Ce qui fait que je regarde là, l'offre politique que j'ai devant moi en termes parlementaires, tant au provincial qu'au fédéral, plutôt tant au national qu'au fédéral, et je me retrouve orphelin. Je me retrouve orphelin parce que il n'y a aucun parti qui représente vraiment ce ce courant conservateur québécois. La CAQ aurait pu être, si elle l'avait voulu, le pire, c'est que François Legault s'était fait comparer à Maurice Duplessis par Gabriel Nadeau-Dubois, alors que c'est complètement déconnecté du réel. La CAQ aurait pu incarner, sans être indépendantiste, aurait pu incarner ce courant-là nationaliste conservateur ou conservateur nationaliste, ce qu'elle n'a pas fait, parce qu'il y a la peur de se faire étiqueter négativement. Et elle reste un peu dans cette espèce de statu quo-là, social-démocrate. Ça serait la critique que ferait, mettons, la droite économique, de dire elle reste dans c'est cette droite économique-là qui a cru en la CAQ au début, puis pour finalement se retrouver un peu, parce que finalement elle reste dans le statu quo du modèle québécois qu'elle critique. Les nationalistes ont vu en la CAQ une espèce de tremplin identitaire fort pour finalement être, bon oui, on a la loi 21, on a la loi 96, pas assez fort comme elle le devrait. Ensuite de ça, on a le Parti québécois. Le Parti québécois qui met de l'avant un peu plus les enjeux identitaires, nationaux, tout ça, c'est bien, ça fait partie de son mandat, qui est indépendantiste, mais qui reste quand même très, très à gauche socialement, très, très à gauche économiquement. Donc, ça représente pas non plus le conservatisme tel qu'il pourrait et devrait l'être. Et il y a le Parti conservateur du Québec. Là, je mentionne les trois partis bleus. Les trois partis bleus qui devraient être représenter le courant bleu tel qu'il s'inscrit depuis le 19e siècle. Le Parti conservateur, très mal son nom, qui est un parti libéral, en fait,
un parti libéral au sens classique du terme, pas du tout très peu nationaliste, malgré le fait que son chef a été dans le parti du oui auparavant, dans le camp du oui, pardon, auparavant. Le Parti conservateur du Québec est très, très peu nationaliste. Il ne se soucie que de l'économie en termes de droite économique que les conservateurs devraient aller chez QS. C'est une mauvaise Peut-être, peut-être. blague. Mais en termes de parti bleu, on fait dur. Puis au fédéral, c'est aussi pire. Au fédéral, c'est autre chose, parce que le fédéral, c'est le fédéral. Mais en termes d'offres politiques, un conservateur comme toi et moi, par exemple, n'a pas de maison. La droite libérale peut très bien se retrouver chez le Parti conservateur, ça c'est définitif. Mais ceux qui sont conservateurs comme toi et moi, on n'a pas de maison. On va voter pragmatiquement pour l'un ou l'autre de ces trois partis-là. Ouais, c'est assez. Non, en termes de parti politique, c'est très. Je pense que c'est très compliqué. Non, je pense que ben, les chrétiens, les gens, ben, les chrétiens, puis les Québécois qui sont conservateurs au sens classique du terme, je pense que c'est ça qu'ils devraient faire en ce moment, c'est normaliser le discours. Oui, Et tout 100%. simplement se prononcer, prononcer ouvertement ces idées-là. C'est ce que j'essaie avec Action Vitale, puis j'imagine que ça fait partie de ton travail aussi, mais c'est de créer un laboratoire d'idées où on peut créer quelque chose une option, au moins un système de pensée qui est cohérent. Que les gens peuvent considérer peuvent voir que c'est normal puis que c'est rationnel. Oui, Donc, montrer aux gens ouais, je pense que que. c'est ça la première étape, vraiment. Oui. Puis, comme je te le disais, je voulais pas. Je veux montrer que la droite économique n'a pas le monopole de la droite, n'a pas le monopole du conservatisme, puis qu'il y a une tradition conservatrice à la fois en Occident, mais au Québec, qui est profonde, qui a été vivante et qui peut encore aujourd'hui nous inspirer. C'est d'essayer de remettre ça de l'avant. Dans Donc cette là, optique-là, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre nos idées de l'avant puis essayer de créer à partir de ça. alors, c'est ça qui va. On va diriger vers la conclusion. Donc, pour conclure, c'est ça, je pense qu'on a fait un assez bon aperçu de l'histoire du conservatisme au Québec. Ben, merci énormément là, de nous avoir partagé tes connaissances, Ça m'a fait puis ton grandement plaisir. expertise. J'aurais pu j'ai survolé, là, c'était très en surface. Mhm. On aurait pu creuser davantage. Non, définitivement. Donc, c'est ça, on a fait un aperçu de l'histoire du conservatisme. On a parlé de la politique plus récente. Où est-ce qu'on devrait se diriger en tant que Québécois, chrétiens et conservateurs. Donc, je pense que c'était extrêmement intéressant. Jean-Philippe Desjardins-Warren peut te suivre, on peut soutenir ton travail à travers Nouvelle Alliance. Oui, à travers une nouvelle Euh, alliance. Puis vous pouvez me suivre là, sur Twitter, sur X, pour ceux qui le désirent. Je suis assez actif sur cette plateforme-là. Parfait. Donc, on peut te suivre sur ton travail à travers Nouvelle Alliance et sur X. Pour tous les auditeurs qui sont ici, dans quelle plateforme, merci énormément d'écouter Action Vitale. C'est un média québécois, catholique et conservateur. On a un site web sur lequel vous pouvez aller en apprendre plus sur nous, faire des donations et également vous abonner au Patreon, dans lequel il y a du contenu exclusif. Sinon, vous pouvez vous abonner à la vidéo. Merci énormément de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, Québec n'est pas encore perdu.